Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, niveau 2 d'alerte pollution déclenché aujourd'hui dans nos 2 départements. Alors pour réduire les émissions polluantes, des mesures réglementaires sont prises, comme l'abaissement de la vitesse maximale de 20 km/h sur certaines routes. À quoi ressemblera la Touraine dans 20 ans? L'INSEE présentait hier les données socio-économiques et démographiques de l'Indre-et-Loire, 2e département le plus peuplé de la région centre, avec plus de 15 000 habitants ces 5 dernières années. Déjà 400 000 entrées, son sac de billes est à l'affiche depuis mercredi dernier. Joseph Joffo revient sur son roman autobiographique, best-seller de 20 millions d'exemplaires. Nous sommes allés rencontrer ce Tourangeau d'adoption. Je vous le disais, aujourd'hui a été déclenché le niveau 2 d'alerte pollution en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. En conséquence, il est recommandé d'éviter de fumer, de limiter les activités physiques et sportives et d'abaisser votre vitesse maximale sur certaines routes de 20 km/h. Cet épisode de pollution atmosphérique qui a débuté vendredi dernier sur le nord de la France s'accentue en région centre. En cause, ces particules fines, les PM10, formées de poussières issues des combustions comme le chauffage au bois ou les pots d'échappement. Ces particules n'arrivent pas à se disperser dans l'air en raison des conditions météorologiques, anticycloniques et froides actuellement présentes sur la région. Le phénomène pourrait persister jusqu'à vendredi prochain où sont attendues des températures plus douces, des vents du sud entraînant de faibles pluies, des conditions suffisantes pour lessiver l'atmosphère et balayer ces particules indésirables. En attendant, il faut diminuer nos émissions polluantes. C'est pourquoi la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h sur l'A10, l'A28 et l'A85. Mais cette mesure est-elle respectée? Pour le savoir, Florent Clavel s'est rendu sur l'A10 à hauteur de Tours et Joué-les-Tours. Pas facile pour l'information de percer l'épais brouillard tourangeau. Un pic de pollution? Oui, un petit peu. On est tous un peu au courant par rapport au pic de pollution qu'il y a dans la France entière, que pas à Tours spécialement. Mais oui, je suis un peu au courant. L'autre information, les mesures de réduction de la pollution. Moins 20 km/h sur les routes départementales et les autoroutes. Et là, c'est plus compliqué. Non, je suis pas trop au courant des restrictions. Sur mon secteur, normalement, je suis pas impacté comme ceux qui sont sur ceux de Paris, quoi. Ça tourne et parce que j'ai trop froid et que là, je fais une pause déjeuner, puis après, je repars. Problème, ces mesures de limitation ne sont pas toujours indiquées. À l'entrée de l'A10, s'il faut limiter sa vitesse, c'est seulement parce que des travaux sont en cours. Pas de message explicite sur la pollution. Reste le principe, séduisant. Quand on a vu le nuage comme il y avait ce matin tout bas, je me dis que ça fait pas de mal de réduire un peu. D'autres laissent même la voiture au garage, pollution ou pas. Parce que je ne peux pas faire autrement. Vous voulez pas conduire? Ah si, mais faut bouger, alors je marche. Difficile de savoir donc si ces restrictions sont appliquées par les automobilistes. De leur côté, les gendarmes n'ont pour l'instant pas renforcé les contrôles. Mais les radars mobiles sont adaptés aux nouvelles limitations de vitesse. En l'absence de pluie et de vent d'ici demain, les préfectures de nos 2 départements pourraient passer au niveau 3 d'alerte pollution. Ce serait alors la première fois que ce niveau d'alerte maximum serait ainsi atteint en Touraine depuis la mise en place du dispositif en 2015. L'année 2016 se termine sur une hausse du chômage en Touraine, plus 1,2% en décembre et plus 0,8% en Loir-et-Cher. Sur l'année 2016, en revanche, le chômage recule de 2% en Indre-et-Loire et de 4% en Loir-et-Cher. Et dans la région centre, c'est surtout les jeunes qui bénéficient de cette embellie, conséquence des différents dispositifs d'aide mis en place. Le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans recule de 9% en Touraine et 8% en Loir-et-Cher. En revanche, le chômage des seniors reste très élevé dans notre région. Il a bondi de 4% en Touraine sur l'ensemble de l'année 2016. À quoi ressemblera la Touraine dans 20 ans? L'INSEE présentait hier les données socio-économiques et démographiques de l'Indre-et-Loire, 2e département le plus peuplé de la région centre avec plus de 15 000 habitants ces 5 dernières années. Les détails avec Aurélie Renaud.
Dans le jargon de l'INSEE, l'Institut statistique, le solde migratoire, c'est la différence entre le nombre de personnes qui s'installent sur un territoire et ceux qui le quittent. En Indre-et-Loire, ce solde est positif. L'Indre-et-Loire attire. Il y a les retraités, mais surtout les jeunes parents. 2/3 des arrivants n'ont pas 30 ans. Aujourd'hui, notre département compte 603 925 habitants. Mais quel visage aura-t-il d'ici 2040 ? Alors en 2040, si les mouvements observés depuis 10 ans se poursuivent en termes de migration, de renouvellement des populations et de fécondité des femmes présentes sur le territoire, le département de l'Indre-et-Loire en 2040 pourrait approcher les 700 000 habitants. Aujourd'hui, Tours est une ville jeune. 45% des habitants ont moins de 30 ans et parmi eux, les 27 000 étudiants. En 2040, cette composition des habitants changera. Il y aura moins de jeunes de moins de 20 ans et plus de personnes âgées, ce qui est la tendance démographique observée presque partout en France. En revanche, contrairement à plusieurs villes de même taille en France, la ville de Tours continue de gagner des habitants, 900 cette année. D'ici 2040, les ménages préféreront la périphérie. Le foncier y est moins cher, la fiscalité moins lourde et le bâti plus accessible. Un axe devrait particulièrement se développer, l'axe Tours-Amboise. L'est de l'agglo devrait gonfler. C'est là où la croissance démographique ou la croissance de l'activité économique se traduit. Donc c'est prioritairement, pour être plus précis, Montlouis-sur-Loire, Amboise et puis les communes situées au nord et au sud de cet axe. En 2040, le nombre d'actifs devrait baisser. Le nombre d'étudiants, lui, devrait rester stable. En revanche, comme aujourd'hui, ce sont toujours des jeunes qui quitteront le département, des 18-30 ans qui s'installeront ailleurs pour poursuivre leurs études ou leur premier emploi. Une question, à quel rang se situera Tours parmi les 100 plus grosses communautés urbaines françaises ? Tours est aujourd'hui à la 16e place, devant Orléans, classé 18e. Politique à présent. La démission de l'adjointe aux finances de Tours fait des vagues. Françoise Amiot a quitté ses fonctions vendredi dernier, rendu sa carte Les Républicains et rallié le clan Macron. De quoi défrayer les réactions politiques qui lui reprochent de faire passer ses ambitions personnelles déçues avant l'intérêt général. Qu'en est-il aujourd'hui ? À quand son remplacement ? Les réponses avec Romain Delville. Depuis que Françoise Amiot a combiné son départ du conseil municipal de Tours et son départ du parti Les Républicains, ses collègues et amis politiques ont été pris de court par ces décisions. La désormais ancienne adjointe aux finances de Serge Babary, qui a soutenu depuis le début François Fillon lors de la primaire à droite, tente de rallier le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Et ça, à droite, ça ne passe pas. Il y a de la déception, puis il y a beaucoup de surprises quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Françoise Amiot est une femme extrêmement investie auprès de François Fillon, localement, et si j'ose parler ainsi, du jour au lendemain, bien voilà, elle nous annonce qu'elle rejoint le candidat Emmanuel Macron, qui est quand même l'artisan du programme économique de François Hollande pendant 1-2 années. Donc là, il y a vraiment une surprise. Surprise amère, mais pas d'esclandre non plus. Françoise Amiot n'a pas eu l'investiture du parti Les Républicains pour les législatives et c'est pour beaucoup la raison de sa colère et de son départ précipité. Maintenant, il y aura à Tours un débat d'orientation budgétaire à présenter début février et il faudra bien la remplacer. Même si Serge prend soin de consulter les uns et les autres, ça sera la décision finale du maire. C'est logique, un capitaine d'équipe, un entraîneur, il choisit son équipe. Donc c'est à lui de faire le meilleur choix possible pour avancer. Donc voilà, il fera ce choix-là. Vous savez, Serge Babary, il a en tête en permanence, croyez-moi, les équilibres politiques, en permanence les compétences des uns et des autres. Le maire, justement, n'a pas souhaité s'exprimer face caméra sur le départ de Françoise Amiot, tout juste un communiqué de presse. Idem pour Thibault Coulon, l'adjoint au maire réputé proche de l'ancienne adjointe aux finances et voisin de Tablé au conseil depuis 2014. Bientôt un tunnel sous la Loire. Hier avait lieu le lancement officiel d'un forage à Lariche. Ce forage va permettre de créer une galerie, un tunnel de 620 mètres sous l'eau pour le passage des eaux usées. Des travaux à 7 millions d'euros cofinancés par Tours Plus et l'agence de l'eau. Seront concernées les eaux usées du nord de l'agglo qui étaient jusqu'à présent transférées par un poste de refoulement au pont de la Motte. Demain, l'agglo de Tours Plus espère faire passer dans ce type de tunnel l'eau, la fibre optique et l'électricité. Philippe Briand, président de l'agglomération de Tours Plus, nous en parle.
Vous savez, dans une communauté urbaine comme nous, on est séparés par la Loire et le Cher. Ce sont des obstacles qui sont franchissables, mais ça coûte cher de les franchir. Donc on a choisi de faire un tunnel de 2,20 mètres de diamètre, ce qui nous permet de rentrer un tas de choses dedans et surtout d'assurer une très bonne maintenance entre La Riche et Saint-Cyr. On avait un tuyau qui passait sur le lit de la Loire et de temps en temps il perçait. Alors on s'apercevait qu'il perçait quand on voyait beaucoup de mouettes et de goélands autour, parce que forcément ça remontait. Et bien maintenant on va pouvoir éviter tout ça. Déjà 400 000 entrées au compteur pour le sac de billes de Joseph Joffo, sorti en salle mercredi dernier. L'occasion pour l'auteur de revenir sur son roman autobiographique vendu à 20 millions d'exemplaires dans le monde. L'histoire de ce petit garçon juif qui traverse avec son frère la France occupée en 1941 pour rejoindre sa famille en zone libre. Un sujet sociétal traitant d'exode, de ségrégation et minorité. Amanda Bruyère-Rivera est allée à sa rencontre. Plus de 70 ans après les faits, l'émotion est toujours là. Arrêtez! Je sais que t'es juif! Est-ce que t'es juif? Non! Je sais que t'es juif! Non, je suis pas juif! Vous me prenez une tête qui fait mal. Que de perdre la vie parce qu'on a peur d'en prendre une. Quand j'ai assisté à ces scènes, je peux vous dire que j'étais redevenu le petit garçon aux culottes courtes. J'ai vibré, j'étais... Comme on dit vulgairement, j'en ai pris plein la gueule. Encore une fois. Un sac de billes, c'est l'histoire vraie de Joseph Joffo, 85 ans. Aujourd'hui, le petit garçon juif ne fuit plus les nazis et son livre autobiographique a été vendu à plus de 200 millions d'exemplaires partout dans le monde. Malgré ce succès, une ombre planait sur le tableau. Le premier film de 1973, adapté de son livre. Le film précédent donnait une mauvaise image de mon père. Je ne pouvais pas le tolérer. Et puis, si vous regardez aussi la scène du curé dans le train, peut-être que M. Doyon était anticlérical, j'en sais rien. Nous, le curé qu'on a rencontré, il lui manquait que l'auréole. Il a vu les deux mômes paumés. On est arrivé, on s'est assis à côté de lui. Les SS sont arrivés derrière nous. Il a levé la main, il a dit « Les enfants sont avec moi ». Ça suffisait, c'était très bien. Voilà. Donc, il n'y avait pas de raison de le faire autrement. Voilà, je crois que remettre les choses au point, c'était important pour moi. Pour cette deuxième adaptation, Joseph Joffo a coécrit le scénario et il a suivi toutes les étapes de la réalisation du film, afin qu'il soit le plus proche possible de son histoire. Joseph Joffo se dit aujourd'hui surpris par le succès de son livre. Au départ, il était destiné à sa famille et ses amis. Puis le manuscrit a été refusé 14 fois par des maisons d'édition. Aujourd'hui, Joseph Joffo ne boude pas son plaisir. Sur demande de la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire, le Tourangeau de Cœur compte participer à une projection du nouveau sac de billes fin février. Élu d'opposition pour la ville de Tours et premier soutien de Manuel Valls, Nicolas Gautreau est notre invité. Il revient sur les résultats de son candidat en Indre-et-Loire. Quelles sont ses réserves de voix pour le prochain tour? Peut-il rassembler autour d'un programme qui porte le bilan du gouvernement? Pour qui appellera-t-il à voter en cas d'échec? Toutes les réponses dans quelques instants. À tout de suite.